Et pourtant, rien d'immédiat n'est moral. La genèse immédiate par la motivation est donc condition nécessaire mais non suffisante de la moralité de l'acte. Un des éléments essentiels de la loi morale est qu'on peut toujours en demander raison. Aussi n'est-ce que par la critique et la médiation de l'entendement que l'on atteint le niveau moral. La dimension cognitive refusée jusqu'ici réapparaît et dénie à l'inclination seul le droit de constituer la morale. Mais le cognitif n'a plus le statut de contenu, il s'agit d'une forme, d'une capacité critique. La motivation, la détermination à l'action n'est donc pas en elle-même plus morale que le savoir. Ainsi, le principe moral est-il constitué de deux instances opposées qui toutes deux sont extérieures à la morale. D'une part, la tendance au bien, bon et le désir de bonheur qui sont de l'ordre de la passion et de l'efficace, de l'immédiat et du naturel. D'autre part, une composante spéculative qui s'oppose à l'immédiat. Le paradoxe est là. Il faut distinguer moralité et vérité, efficacité et spéculation, renvoyer la moralité à l'inclination qui est autre que la vérité. Et pourtant, les inclinations ne peuvent être à elles seules morales. De même, la morale ne relève pas de la raison car elle est d'ordre non spéculatif, mais il est néanmoins indispensable que l'entendement intervienne pour que l'on parvienne au niveau moral. Double exigence qui apparaît aussi dans l'usage que Locke fait sans le réfléchir du terme de nature. Le désir du bonheur est naturel, la raison est naturelle. Les deux sont opposés et pourtant convergent en une même nature. Double exigence que l'on souhaiterait pouvoir exprimer comme avant Locke ou après lui, comme Aristote ou Kant, par les catégories de matière et de forme que Locke n'utilise pas. Pour une autre raison encore, il est erroné d'identifier le pratique et le spéculatif, raison qui tient à la structure même de l'acte de connaissance. Nature de l'entendement et nature de la sensation. Procéder à la façon des inéistes, c'est faire du vrai et du bien une seule et même entité, immédiatement connaissable. Or, pour Locke, d'abord l'homme n'a aucune connaissance immédiate de quelque transcendantal, de quelque universel que ce soit, et donc vrai et bien ne peuvent être unis dans une prétendue connaissance humaine des faits transcendantaux, même s'ils le sont peut-être dans la connaissance divine. Donc, deuxième hypothèse, l'unité du vrai et du bien serait construite. Fruit d'abstraction à partir des sensations et des idées particulières, mais rien d'intrinsèque ne lie l'ordre du plaisir et l'ordre de la connaissance. Si plaisir et vrai sont associés, ce ne peut être qu'en nous, dans l'entendement, subjectivement, par décision divine, décision valable pour tous les entendements humains, et non objectivement dans la réalité des choses. Le bien ou le bon, le terme est le même en anglais, ce qui induira des rapprochements gênants pour un esprit français. Right, qui pourrait connoter plus nettement la morale, a de son côté des connotations juridiques. Seul fair peut être utilisé comme synonyme de notre bien, mais il ne l'est pas à l'époque. Qui est le bien qui est de l'ordre du plaisir ne peut être de l'ordre de la connaissance et donc du vrai. C'est pourquoi il est affirmé à propos de la maxime que l'on prétend innée. Ce n'est nullement une vérité, en effet c'est un commandement et non une proposition. Ce n'est donc pas un lieu de vérité ou de fausseté. Cette dissociation du vrai et du bien, de l'entendement et de la volonté va poser problème à Locke. Où commence la moralité dans la composition de ces deux instances qui séparément ne sont pas morales? Que faut-il considérer comme naturel? La tendance qui est immédiate ou l'entendement qui la contredit? Mais qui est propre à l'homme? Comment définir la place relative de l'entendement et de la tendance? Comment articuler la contrainte et ce à quoi l'on est contraint? La difficulté de la réponse à ces questions va faire tout l'intérêt des hésitations de Locke. Car d'une part va se poser la question de la démonstration de la morale. Si la morale n'est pas de l'ordre du vrai, que signifie cette démonstration à laquelle tient Locke, avec le courant juste naturaliste dont il fait partie? Nous aurons à consacrer tout un chapitre à la distinction entre la démonstration de la contrainte et la démonstration du contenu. D'autre part, si le bien bon est en lui-même d'ordre purement affectif, l'introduction de l'entendement dans la morale par le biais de la démonstration ne réintroduit-elle pas la confusion du bien et du vrai que Locke critique chez les inéistes? Nous aurons à consacrer une autre étude à la façon dont l'entendement intervient dans l'évaluation du bien sans le réduire à une connaissance. À ces difficultés de fond s'ajoute une difficulté d'un autre ordre. La position de Locke n'est jamais définitive. Elle évolue jusque dans ses derniers écrits, ce qui exige une interprétation des affirmations en fonction des dates de rédaction.
Pourtant, le principe de la solution est net, comme en témoigne la persistance à toutes les époques de la critique de l'immédiat. Il y a chez Locke un intellectualisme fondamental. Ce n'est que par appel à l'entendement, qui donne forme à une matière informe offerte par le sensible, qu'il peut retrouver au-delà de la plain and historical méthode les positions classiques sur l'universalité, la nécessité et la vérité de la loi naturelle, position qu'il conserve à travers le bouleversement des conditions de connaissance. Il est pour le moins sûr que Locke oppose par son texte le démenti le plus net aux critiques qui prétendent qu'il confond is et out, démenti net parce que basé sur le principe même de la distinction. Même si la confusion existait partiellement dans les Essays of the Law of Nature, ce n'est certainement plus le cas de l'essai. Si la morale était réduite à la genèse des idées morales, il n'y aurait pas plus de questions que si elle se réduisait à l'affirmation a priori de l'existence de la loi naturelle. Toute la difficulté de Locke vient de la nécessaire dualité des composants de la morale, plaisir et entendement, contrainte et contenu, matière et forme, expérience et raison. On a dit que la critique de l'innéisme était aussi élémentaire, naïve que l'innéisme qu'il critiquait. En soulignant les trois défauts majeurs de tout innéisme, réalisme de l'universel, contradiction du critère de vérité, confusion du vrai et du bien, l'analyse a montré que ce n'est pas entièrement vrai. Mais la critique de l'inné par Locke relève aussi le statut de tout discours moral. Elle révèle l'aporie qui sous-tend toute pensée de la morale. Comment associer deux ordres inconciliables, celui de la nature et celui de la raison? La morale n'est certainement pas naturelle, si par nature on entend le chant des inclinations brutes, et pourtant c'est la nature qui dote l'être humain de tendances qui le font accéder à la morale. La morale est naturelle, si la nature humaine se définit par la raison, et pourtant la morale ne peut se réduire à la spéculation. Le tort de la théorie innéiste est de résoudre trop simplement la difficulté en associant immédiat, universel, vrai, bien et contrainte. La fonction que Locke donne à cette théorie morale, c'est de distinguer les genres pour éviter la tyrannie de l'immédiat. Mais la solution n'est pas simple, car s'il est clair qu'il faut briser l'immédiateté par le détour de l'entendement, ou faire intervenir l'entendement dans un champ qui doit lui demeurer par principe étranger, suffirait-il de donner à l'entendement le statut de capacité innée, capable de constituer ces vérités éternelles qui ne peuvent être elles-mêmes innées? On vient de le voir. Chapitre 3. L'innéité de la fonction. L'entendement met en forme les données des sens. Il n'est donc plus besoin d'idées ni de principes innés puisque l'entendement est source d'universel et de nécessaire. Mais il faudra alors que ce soit l'entendement qui soit doté de cette innéité d'origine divine et qui lui garantira la capacité d'élaborer les vérités premières, universelles et nécessaires. On a effectivement proposé une telle solution afin de concilier l'expérience d'où naissent en fait les propositions morales et la nécessité indispensable à la transcendance de la loi naturelle. La particularité de l'idée simple du plaisir reçoit de l'entendement la forme de la nécessité. Les vérités naissent dans, à l'occasion de, ou par ce sera discuté, l'expérience, mais la raison ou l'entendement, s'il s'en distingue parce qu'elle est innée, c'est-à-dire divine, fait passer la contingence de l'expérience au niveau du nécessaire. L'origine est dévolue au sensible de l'idée simple du plaisir selon les cas. Mais l'entendement par son œuvre organise ces éléments à un savoir doté d'une assurance universelle et nécessaire. On n'est pas loin du ex nihil ipse intellectus de Leibniz. Qu'en est-il donc de Locke à cet égard? La confrontation avec trois pensées proches va révéler ce qui est propre à Locke. La réflexion morale des platoniciens de Cambridge ou de Cumberland, qu'il connaît, celle de saint Thomas dont il critique les derniers disciples et celle de théoriciens du sens moral qui prétendront s'inspirer de Locke. 1. La vision de l'universel par la capacité innée. Locke écarte, c'est évident, l'innéité de prétendue vérité éternelle. Écarte-t-il pour autant toute forme d'innéisme? L'ami de toujours, Lady Masham, manifeste à la fois sa franchise et sa perspicacité en répondant à l'envoi dès 1688 du texte de l'abrégé de l'essai. J'aimerais comprendre plus clairement, plus complètement la différence entre vous et certains de mes amis, car je ne suis pas sûr que la différence entre vous soit en fait aussi grande qu'il ne paraît. Par connaissance effective, il ne signifie pas, disent-ils, qu'il y a un certain nombre d'idées brillantes devant la faculté d'animaversive comme autant de torches, pas plus qu'il y ait des figures écrites lisiblement comme des signes astrologiques dans un almanach, mais seulement qu'il y a une perspicacité active dans l'âme grâce à laquelle, lorsque quelque chose lui est suggéré, elle en produit une conception plus claire et plus ample. Cudworth, le plus grand des platoniciens de Cambridge, auquel Lady Masham, sa fille, emprunte cette analyse, ne parle effectivement pas de maxime innée, mais d'une capacité innée qui découvre en elle-même à l'occasion de l'expérience le sens de l'expérience.
L'essentiel est donc dans la capacité, même si cette capacité perçoit immédiatement. Locke connaissait la thèse, lui qui soutient au livre 1, ils affirment que la capacité est innée, la connaissance acquise, et qui en conclut, mais alors à quoi bon l'innéité des maximes? Locke, qui admet une capacité d'origine divine, est-il vraiment si loin des platoniciens de Cambridge? Toute la question de savoir si les principes et maximes sont enveloppés dans cette capacité donnée avec elle est dévoilée seulement car la capacité se met en fonction sous la provocation de l'expérience. L'universel aurait en ce cas sa source non dans l'expérience mais dans cette vision en toute certitude de l'universel. Ou alors la capacité seule innée de-t-elle effectuer un travail de recherche et de constitution à partir de l'expérience, travail dans lequel elle peut échouer. Deux conceptions de l'innéisme de la fonction qui mettent en jeu le statut de l'entendement. Locke, on peut s'en douter, défend la seconde et récuse par avance le syncrétisme que propose Leibniz pour qui la théorie selon laquelle l'âme renferme les notions à un même que l'expérience ne pourrait donner s'accorde assez bien avec votre auteur de l'essai qui cherche une bonne partie des idées dans la réflexion de l'esprit sur sa propre nature. La première conception est aussi celle que défend Lady Masham à la suite des platoniciens de Cambridge. Déjà, Herbert of Cherbury, dans la ligne de ce que nous savons déjà de lui, affirmait qu'il y a une faculté puisqu'il y a un objet de connaissance. L'harmonie de la création divine le veut. Des objets de connaissance donnés par Dieu doivent correspondre à des facultés innées. L'analyse de Moore et de Cudworth est plus précise. Elle est dominée par le souci d'établir une eternal and immutable morality, titre de l'une des œuvres de Cudworth, en réponse notamment au conventionnalisme de Hobbes. Ce qui permettrait de dire que s'il y a relation de Locke à Hobbes, c'est indirectement d'abord par l'intermédiaire des critiques contre Hobbes, en morale comme en politique. Locke tempère les conclusions des critiques tout en conservant leur exigence, fondée un universel et un nécessaire, mais en gardant ce que Hobbes avait remis en honneur. Le conventionnisme et l'artifice, mais Locke limite au phénomène ce qui pour Hobbes était vrai de l'ensemble du champ. Pour Hobbes, lu par Cudworth, le sensible seul existe et l'athéisme découle de cette réduction de l'univers à une seule dimension. Désormais, toute nécessité est exclue par cette capacité qui ne peut percevoir que le contingent. Et de ce fait, même aidé par la ratiocination, les sens ne peuvent atteindre l'absolu et l'universel. La conséquence la plus désastreuse du sensualisme et du déductivisme qui lui est liée consiste en ce que la morale devient un pur système conventionnel sans vérité, alors que les vérités morales doivent avoir les mêmes caractères de nécessité et d'éternité que Dieu même et ne peuvent aucunement dépendre d'un arbitraire fut-il divin. C'est pourquoi l'hypothèse cartésienne de la création des vérités éternelles est aussi nocive que la philosophie hobbésienne, car la morale n'y est pas de l'ordre de la nature nécessaire, mais de la volonté arbitraire. Au contraire, pour Cudworth, les vérités morales nécessaires et immuables sont perçues immédiatement. L'expérience que chacun fait de l'identité universelle des idées et de la nécessité des relations entre elles ne peut venir que d'une science proleptique aux objets de connaissance, donc d'une exigence de vérité éternelle en Dieu. C'est parce que l'esprit humain participe à l'intellect divin qu'il peut énoncer à propos du sensible la nécessité de l'intelligible. La raison est l'expression innée de l'ordre naturel des choses qu'elle saisit d'elle-même. L'aptitude à percevoir l'intelligible s'explique donc par la connaturalité de la raison humaine et de la raison divine. Ainsi, pour Cudworth se mêlent deux sens de naturel, et naturel à la fois ce qui est découvert par la droite raison et ce qui tient à la nature éternelle des choses. Et donc la morale est doublement naturelle, parce que fruit de la raison et parce qu'expression de l'ordre universel. Enfin, l'activité de la raison est une activité quasiment morale. L'âme est illuminée par la vérité divine et la connaissance est un acte moral d'ouverture plus qu'un labeur humain. La vérité demeure toujours sur notre âme et s'offre librement à nous, comme le soleil offre ses rayons à tout l'œil qu'il n'aura qu'à s'ouvrir et à les laisser briller sur lui. La connaissance est identification active à Dieu, alors que Cherbury et Chillingsworth insistent sur la passivité de l'illumination. Cudworth définit la passivité comme une caractéristique des sens et l'activité comme le propre de la raison. La parenté des questions de Cudworth et de Locke est manifeste. Le titre de l'œuvre de Cudworth le manifeste. Locke reprendra plusieurs thèses de Cudworth, notamment la convergence du devoir moral et de l'activité de la raison. La raison est un labeur, une œuvre que Dieu a donnée à l'homme, à la fois comme dignité et comme peine.
Accomplir le covenant signifie pour l'homme utiliser sa raison. Mais ce qui change tout, c'est que chez Locke, il s'agit d'un covenant avec un Dieu transcendant et inconnaissable en lui-même. L'usage de l'entendement porte sur ce qu'il a bien voulu laisser à portée humaine. Si bien que Locke suit Descartes dans sa thèse de la création des vérités éternelles, mais plus par agnosticisme que par reconnaissance de la toute-puissance divine. Non seulement l'entendement ne peut atteindre qu'un nombre limité de connaissances, mais contrairement à ce que pense Cudworth, il n'est pas assuré que ces connaissances soient absolument vraies. Il possède seulement la garantie que Dieu a pourvu à la survie et au bonheur de l'homme en lui laissant connaître ce qui était utile. Sans doute, ce que nous connaissons ainsi est également rationnel et vrai pour Dieu, mais nous n'en avons pas une certitude absolue. La conviction d'accomplir l'œuvre de Dieu à confier à l'entendement doit remplacer l'arrogance et l'anxiété de la recherche d'un savoir absolu hors de notre portée. C'est se servir de l'entendement qui sauve sur terre comme pour les cieux futurs. La tâche morale imposée à l'entendement implique donc un artificialisme en première instance. Nous ne pouvons connaître le monde qu'à travers l'œuvre de l'entendement, et l'accord entre les éléments accessibles à l'entendement et la nature des choses est plus l'objet d'une foi que d'un savoir. Locke retrouve ici la critique baconienne des idoles, créée par l'entendement humain du seul fait qu'ils anticipent l'universel à partir des sensations particulières. De l'avis de Bacon, la raison humaine, lorsqu'elle se comporte avec témérité et précipitation, se projette plus elle-même dans la réalité qu'elle n'interprète véritablement la nature, dans Novum Organum. Les prétendus principes universels sont alors la raison même instituée en principe, mais alors que Bacon critique la précipitation indue dans la remontée inductive qu'il décèle chez les aristotéliciens et les dialecticiens de la Renaissance, Locke critique plus radicalement la prétendue vision immédiate des principes à laquelle croient avoir accès ces néo-platoniciens de basse volée que sont les enthousiastes, les prédicateurs et les philosophes qui les appuient. La nature comme ordre n'est pas elle-même objet de nos sens, elle n'est accessible qu'à travers des sensations éparses dont on sait déjà qu'elles parviennent à l'entendement comme à travers les orifices de la boîte noire des opticiens. La tâche de l'entendement serait alors de recomposer à partir de ces éclairs la cohérence d'un cosmos. La garantie divine seule assure que la recomposition suffit à l'efficacité et au salut de l'homme. Le salut est possible par certitude morale de la suffisance de nos connaissances pour atteindre le salut. Appuyé sur ce fondement théologal, Locke peut réduire la droite raison au statut d'entendement tâtonnant. L'entendement n'est plus une partie de l'intellect divin qui perçoit les vérités toutes constituées comme Dieu les perçoit, mais il est guide assuré aussi longtemps que l'homme respecte le covenant dont l'entendement est le signe, aussi longtemps qu'il œuvre pour l'utilité morale et technique pour laquelle cet entendement lui a été donné. Ce n'est pas le contenu de connaissance qui bénéficie de la garantie divine, c'est l'œuvre de l'entendement. Aussi est-il essentiel à la morale que la liaison entre les modes mixtes soit l'œuvre de l'entendement et que la comparaison avec la loi divine soit relation externe opérée par lui, non relation interne subie. La nécessité de la loi naturelle pour Locke doit être l'œuvre d'une liberté active, non ce que l'on croit être la nécessité stoïcienne ou spinoziste. Il est donc clair que la conception de l'innéité de la fonction de Cudworth ne peut convenir à Locke, car elle ne permet pas l'œuvre de l'individu nécessaire à la vie morale. L'âme du théologien qui voit Dieu à l'issue de sa purification morale ne peut être l'entendement du médecin interprétant les symptômes. Aux yeux de Locke, l'artificialisme de Hobbes est à conserver comme méthode de connaissance, même si le naturalisme de Cudworth demeure l'idée directrice qui autorise cet artificialisme. Si Locke peut conserver l'entendement calculateur de Hobbes, c'est parce que chez lui ce dernier reçoit la garantie divine, non pas garantie de la réalité de son ontologie, comme on dirait de nos jours, mais garantie de la suffisance de son œuvre, et par là garantie de l'existence probable de ses essences nominales, substance ou sorte qu'il recompose à partir de l'idée simple et garantie de la validité des modes mixtes moraux qu'il a élaborés.